Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, savez-vous ce que c'est que de faire de l'urbex ? J'imagine que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais pour les autres, l'urbex c'est l'abréviation de Urban Exploration ou exploration urbaine en français. Il s'agit d'une pratique qui consiste à explorer des lieux abandonnés, isolés, parfois chargés d'une ambiance inquiétante et mystérieuse. Personnellement, je n'en ai jamais fait. Pourquoi ? Eh bien, j'ai peur. Peur de réveiller des choses tapies dans l'ombre. Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois en l'existence d'autres créatures, comme les djinns. Ces créatures aiment particulièrement les endroits abandonnés, sombres et humides. Ce soir, je vais vous plonger dans une histoire qui m'a marquée, celle d'un groupe d'amis qui, pour pimenter leur soirée, décident de s'aventurer dans un hôpital abandonné. Ce qui semblait être une simple exploration vire rapidement au cauchemar. Cette histoire a été partagée par un anonyme sur la plateforme 2chan. Et comme d'habitude, pour que l'histoire soit plus claire et immersive, je me suis permise de renommer les personnages Shohei, Kazuma et Jun. Épisode 45. Le sous-sol de l'hôpital abandonné. C'était il y a 3 ans environ, lorsque j'étais encore à l'université. J'avais quitté ma campagne natale pour fréquenter une université dans une autre préfecture. Un jour, j'ai reçu un appel de ma famille m'informant que ma grand-mère s'était effondrée. Ma grand-mère s'était toujours très bien occupée de moi, alors je suis immédiatement rentrée chez mes parents et je suis allée à l'hôpital. Heureusement, son état n'était pas aussi grave qu'on l'avait craint, mais pour être prêt à toute éventualité, j'avais pris une semaine de congé à la fois pour mes cours et pour mon baito. Un baito est un travail à mi-temps. En rentrant chez moi, j'ai découvert que ma chambre était désormais utilisée par mon petit frère et restait à traîner dans le salon m'ennuyait d'avance. Alors j'ai décidé de téléphoner à des amis restés dans la préfecture. La plupart d'entre eux étaient occupés pour leur travail ou leurs études, mais il y avait toujours des disponibles. 3 amis, Shohei, Kazuma et Jun. Ils fréquentaient une université de la région et ils ont accepté de me rencontrer dès le lendemain. Cela dit, mon village natal et même la région dans son ensemble étaient si reculés qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Karaoké, bowling ou un cybercafé à une demi-heure de voiture pour jouer aux fléchettes ou au billard, et c'était tout. Nous avions envisagé de sortir boire un verre, mais sachant que je perdrais une semaine de salaire, j'ai refusé. Au final, ce que nous pouvions faire se résumait à errer jusqu'à ce que l'on se lasse et finir par squatter le bar à boissons d'un restaurant familial. C'était un mardi soir, 2 jours avant que je ne retourne à l'université. Ce soir-là, je traînais comme d'habitude dans un restaurant avec 2 des 3 amis, Shohei et Kazuma. Nous parlions de tout et de rien. « Sérieux, y a rien à faire ici, c'est toujours aussi mort. » Shohei. Évidemment, comparé à Tokyo. T'as de la chance, toi, tu ne vis plus ici. Kazuma. Et si on allait là-bas ? Là-bas faisait référence à un hôpital abandonné,
un lieu célèbre parmi notre génération. Il y avait des rumeurs. La salle d'opération aurait encore des instruments chirurgicaux, des scalpels et d'autres équipements laissés sur place. On disait aussi qu'il y avait des cadavres momifiés dans le sous-sol, ou que l'on pouvait y croiser le fantôme d'une infirmière. Bref, des histoires typiques associées à ce genre d'endroit. Honnêtement, j'étais un peu effrayée et pas très enthousiaste. Mais Shohei et Kazuma étaient très excités par cette idée. Ils ont même contacté Jun, le dernier de notre groupe, qui devait nous rejoindre plus tard sur place. Cet hôpital abandonné avait été fermé il y a pas mal d'années. Il était situé dans un village encore plus isolé que le nôtre, entouré de champs et de rizières, dans une zone complètement déserte. La porte vitrée de l'entrée principale était solidement verrouillée avec des chaînes et des cadenas. Les visiteurs comme nous avaient laissé des déchets, des graffitis, et la plupart des fenêtres du premier étage étaient brisées. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend Jun ?» Shohei. « Non, on peut y aller avant lui, il nous rejoindra plus tard, il verra bien notre voiture en arrivant. » Kazuma. « Ok, je passe par cette fenêtre. » Nous avions chacun acheté des lampes de poche bon marché dans un combini avant de venir. Tenant nos lampes, nous sommes entrés dans l'hôpital. Avec le recul, je regrette vraiment cette décision. Dès que j'ai posé le pied à l'intérieur, le bruit de verre brisé sous mes chaussures a résonné dans le silence. À ce moment-là, une vague de froid m'a parcouru et j'ai ressenti une chair de poule si intense que j'ai failli faire demi-tour immédiatement. Mais Kazuma et Shohei avançaient rapidement et Shohei avait les clés de la voiture. Impossible de les laisser là et de partir seul. Alors je les ai suivis de près. Être à l'arrière du groupe, c'est terrifiant. On ne voit rien dans l'obscurité derrière soi. Je n'arrêtais pas d'imaginer une sorte de Sadako, le personnage de Ring, qui surgirait en courant du fond du couloir. Nous sommes arrivés dans une vaste réception. Kazuma a balayé les environs avec sa lampe. Tout était délabré. Des bancs renversés, des dossiers éparpillés sur le sol, trempés et décomposés par l'humidité. C'était le chaos dans le poste des soins infirmiers, avec des étagères renversées et des vitres brisées. L'atmosphère était lugubre. « Où est-ce qu'on va ?» Kazuma. « On devrait descendre. Peut-être qu'on verra des cadavres dans le sous-sol. » J'ai ressenti une peur intense, un instinct primal m'ordonnait de ne pas descendre. Alors j'ai réussi à les convaincre d'explorer d'abord les étages supérieurs. En réalité, je voulais déjà partir, mais je ne pouvais pas dire ça sans passer pour un lâche. En prenant les escaliers, nous avons jeté des coups d'œil dans des chambres et des salles de consultation abandonnées. Tout était délabré, recouvert de poussière et de moisissures. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose. En montant, je me retournais fréquemment, pris par la peur. Alors que je regardais en bas des escaliers, j'ai vu une paire de pieds dépasser d'un coin du mur. Le mur en question donnait sur l'escalier menant au sous-sol. Mon cœur a raté un battement. Je suis resté figé, incapable de respirer. Kazuma a remarqué ma réaction. « Qu'est-ce que tu fais ?» Cela m'a ramené à la réalité. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une illusion et j'ai continué à suivre les autres. Au 2e et au 3e étage, nous avons exploré des salles de pause et des zones fumeurs. Quand nous sommes retournés au rez-de-chaussée, ils ont immédiatement voulu descendre au sous-sol. Cette fois, j'ai insisté pour qu'on n'y aille pas. « Sérieusement, c'est une mauvaise idée, n'y allons pas. » Shohei. « Quoi, tu as peur ?» Kazuma. « Haha, quel trouillard !» Ils se moquaient de moi. Frustré et piqué dans mon orgueil, j'ai fini par les suivre. Le sous-sol était bien plus sombre que les étages supérieurs. Pas de lumière de la lune pour illuminer les lieux. Nous avons avancé prudemment
éclairant les alentours avec nos lampes. Des chaises longues abandonnées, des bouteilles de désinfectant suspendues au mur et des fauteuils roulants laissés sur place. Tout semblait curieusement bien rangé, presque trop propre par rapport aux étages supérieurs. Shohei ouvrait des portes au hasard, tandis que Kazuma pointait sa lampe vers le fond du couloir. Kazuma. « Hé, regardez, c'est la salle d'opération là-bas. » Au loin, une plaque métallique indiquait la salle d'opération. Excité, il s'est avancé rapidement, suivi de Shohei. Quant à moi, j'avais une étrange sensation, comme si mes oreilles étaient bouchées et mon esprit semblait plongé dans une confusion oppressante. Je n'avais pas envie d'être seul, alors je me suis forcé à suivre. Mais soudain, Shohei a éclaté de rire. En levant les yeux, j'ai vu Kazuma tomber au sol et Shohei riait à gorge déployée. « Sérieusement, comment t'as fait pour tomber comme ça? T'es trop nul !» Mais Kazuma ne se relevait pas. Inquiet, nous nous sommes approchés. Il gémissait doucement, les yeux fermés et les dents serrées, tout en pressant ses mains contre son tibia. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es cogné quelque part ?» Il ne répondait pas et il gémissait de douleur. Shohei dit « Ok, bouge tes mains, qu'on regarde. » J'ai éclairé sa jambe avec nos lampes et Shohei a lentement déplacé les mains de Kazuma, malgré ses protestations. Quand il a vu la blessure, il a crié « Bordel, mais c'est quoi ça ?»« Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis approché pour regarder et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La peau et les muscles du tibia de Kazuma étaient déchirés, laissant entrevoir un os blanc. Le sang coulait abondamment. Shohei dit « C'est quoi ce bordel? C'est arrivé comment ?» Nous étions tous les deux paniqués. Nous avons essayé de soulever Kazuma pour l'aider à sortir de là, mais alors que nous tentions de le soutenir, quelque chose a attiré mon attention. Kazuma avait laissé tomber sa lampe et elle éclairait la porte de la salle d'opération. La lumière de la lampe au sol révélait une silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte ouverte. Dans l'obscurité, c'était difficile à distinguer. Ses contours étaient flous, presque comme si la lumière n'arrivait pas à l'atteindre entièrement. Ses yeux reflétaient la lumière d'une manière étrange, comme ceux d'un animal dans l'ombre. Son corps semblait disproportionné. Ses épaules étaient larges et son torse paraissait s'affaisser sous son propre poids, comme s'il était constitué de chair molle et déformée. La chose commença à se balancer lentement d'un côté à l'autre, avançant lentement dans notre direction. Shohei a soudain poussé un hurlement strident. « On se casse d'ici !» Il attrapa Kazuma et essaya de le tirer. J'étais paralysé par la peur, mais je savais qu'il fallait bouger. Je me suis penché pour saisir Kazuma sous le bras, le soutenant tant bien que mal pendant que nous tentions de fuir. Mais la panique nous faisait avancer à tâtons dans l'obscurité. Nos lampes torches ne pointaient pas dans la bonne direction et nous trébuchions presque à chaque pas. Alors que nous approchions des escaliers, un bruit retentit depuis le fond du couloir, un cliquetis métallique, rapide et régulier, comme des roues qui roulaient sur le sol. « C'est quoi ça ?» La lumière de ma lampe dévoila ce qui produisait le bruit. Un fauteuil roulant, vide, qui fonçait à toute allure, droit sur nous. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le fauteuil heurta Kazuma de plein fouet, le projetant au sol. Shohei, en proie à une panique totale, cria de toutes ses forces et se retourna brusquement pour courir dans la direction opposée. « Shohei, où tu vas ?» Il ne répondit pas. Je l'ai vu disparaître dans l'obscurité, ses hurlements résonnant encore un moment avant de s'estomper. Je me suis retrouvé seul avec Kazuma, incapable de réfléchir correctement. Mon cœur battait à tout rompre et mes mains tremblaient. J'ai tenté de le relever, mais à ce moment-là, quelque chose bougea dans l'ombre près de moi. Ma lampe tomba au sol et en me penchant pour la ramasser, je l'ai vue. C'était un visage.
le visage d'un enfant. Il était juste là, en dessous de moi, comme s'il sortait du sol, me regardant fixement. Son expression était neutre, mais cette neutralité était terrifiante, presque menaçante. Je n'ai pas réfléchi, j'ai tout laissé tomber, y compris Kazuma, et j'ai couru de toutes mes forces. Je pleurais et hurlais, trébuchant contre les murs pour me guider jusqu'aux escaliers. Je me suis effondré à plusieurs reprises, m'écorchant sur les marches, mais je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que j'arrive au rez-de-chaussée. La lumière de la lune, bien que faible, était suffisante pour que mes yeux habitués à l'obscurité distinguent enfin mon environnement. Je me suis précipité vers les portes principales et j'ai tiré sur les poignets avec toute ma force. Mais les chaînes et le cadenas tenaient toujours. « Ouvrez! Laissez-moi sortir !» Je donnais des coups de pied et tirais frénétiquement sur les portes, incapable de penser à autre chose qu'à sortir de là. C'est alors qu'un bruit sourd retentit de l'extérieur. Quelque chose approchait rapidement. La lumière d'un phare m'a aveuglé et j'ai réalisé que c'était une moto. Elle s'arrêta brusquement devant l'entrée et j'entendis une voix familière. « Hé, qu'est-ce que tu fous là-dedans ?» John était là. Après avoir quitté l'hôpital, John s'arrêta avec sa moto à un combini situé à environ 2 ou 3 kilomètres de là. Il descendit de sa moto, visiblement énervé. « Mais qu'est-ce que tu fous, sérieusement ?» Je commençais alors à lui expliquer en rafale tout ce qui s'était passé à l'hôpital. Mais à ce moment-là, j'étais tellement bouleversée que mes pensées s'entremêlaient. Shohei et Kazuma, ce qu'on allait devoir faire et cette créature effrayante que j'avais vue. Mon récit devait être complètement décousu. Je crois que ça ressemblait à ça. Quand on est descendu là-bas, Kazuma est tombé et puis il y avait ce truc bizarre qui sortait du fond. Shohei et moi avons essayé de l'aider pour fuir, mais Kazuma s'est fait percuter par un fauteuil qui venait de nulle part et Shohei est parti en courant dans un état de panique. Moi, j'étais terrifiée, j'ai vu une tête d'enfant ou quelque chose du genre sous mes pieds. J'ai abandonné les deux et je me suis enfuie. J'ai répété ça 2 ou 3 fois, à toute vitesse, tandis que John, incrédule, lâchait des « Hein ?» J'étais tellement pressée que j'avais du mal à articuler correctement. Franchement, vu comment il s'était fait traîner jusque-là, il devait être furieux contre moi. « Je te dis que c'est pas une blague, c'est sérieux, c'est vraiment grave. » Je sortis mon téléphone de ma poche en jean pour appeler la police. John me regarda faire et quand il me vit composer le 110 sans hésiter, son expression changea pour devenir plus sérieuse. La ligne fut rapidement connectée et une voix d'homme répondit. « Allô, ici le service d'urgence 110. » Je parlais à toute vitesse. « Il y a un problème à l'hôpital J. Mes amis sont en danger, venez vite. »« Quel hôpital? Où ça? »« L'hôpital J, près de la montagne des Rizières. »« Désolé, je ne vois pas. Vous pouvez me donner une adresse précise? »« Comment voulez-vous que je connaisse l'adresse? C'est dans le village de X, près de la montagne, je vous dis. » Très bien, et qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? Une bagarre? L'opérateur semblait complètement indifférent, et son ton nonchalant m'énerva encore plus. Je criai dans le téléphone. « Peu importe si vous me croyez ou non, il y a quelqu'un qui est blessé, alors bougez-vous et venez immédiatement. » À peine avais-je fini de parler que des bruits parasites, des grésillements envahirent la ligne. L'opérateur. « Allô? Allô? Vous m'entendez? C'est un canular, c'est ça? » Puis il raccrocha. Furieux, je recommençai à composer le 110 tout en marmonnant des jurons. Mais cette fois, au lieu d'entendre la sonnerie, il n'y avait que des grésillements mêlés de bruits saccadés. J'essayais de raccrocher et de rappeler, mais pour une raison inconnue, mon téléphone ne s'allumait plus. Je pris le téléphone de John sans attendre sa permission et composai encore le 110. La sonnerie de l'appel semblait interminable. Finalement, un clic indiqua que l'appel avait été pris, mais personne ne parlait. Alors que j'allais commencer à expliquer la situation, un son étrange et lointain se fit entendre dans le téléphone. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était, mais le son devenait de plus en plus fort. Quand j'ai réalisé ce que c'était, j'ai poussé un cri incohérent de terreur et
et j'ai lancé le téléphone par terre comme si je m'étais brûlée. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» lança John et me regarda avec un mélange de colère et d'inquiétude. Je tremblais tellement que mon visage devait être livide. L'employé du combini, qui semblait de plus en plus inquiet, s'approcha et me demanda « Ça va ? Vous êtes sûr que tout va bien ?» Je restais figée, tremblant de tout mon corps, les mains plaquées sur mes tempes pour essayer d'effacer cette voix qui continuait de résonner dans ma tête. C'était sans aucun doute le cri de Shohei, celui que j'avais entendu pour la dernière fois à l'hôpital. Pourquoi une telle voix était-elle sortie d'un appel au 110 ? Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas, en ce moment même ? Ces pensées me submergeaient et je n'arrivais plus à bouger. Je finis par m'écrouler sur le sol, incapable de supporter davantage. Je vis l'employé me regarder avec une expression perplexe, comme s'il ne savait pas quoi faire face à un ivrogne. Quelques instants plus tard, l'employé remarqua quelque chose et se pencha vers moi en disant « Hé, attendez, qu'est-ce que c'est ?» C'est seulement à ce moment-là que je réalisais. En sortant précipitamment de l'hôpital, j'avais dû me couper avec des éclats de verre restés dans la fenêtre brisée. June, qui venait de s'approcher, remarqua aussi ma blessure. « Tu devrais vraiment aller à l'hôpital, là, » dit June. L'idée qu'une ambulance pourrait m'emmener à cet hôpital abandonné me terrifiait à un point inimaginable. « Non, c'est bon, ça va, vraiment !» Je refusai catégoriquement, presque comme un enfant obstiné. Il attrapa son téléphone et fronça les sourcils en regardant l'écran. Il répondit d'une voix méfiante. « Allô ?» Je n'écoutais pas vraiment. Sa voix, d'abord neutre, se chargea d'une certaine irritation mêlée de confusion. « Oui, au combini. Le premier. »« Ouais, vous êtes toujours là-bas ? Hein ?» Sérieusement, en entendant ces derniers mots, un frisson me parcourut l'échine. « Non, mais il est là. Hein ? Ah ouais. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Ouais. Non mais il n'y a pas d'électricité là-bas. » Quoi ? Il continua à parler d'un ton incrédule. « Mais lâchez-moi avec ça, sérieux. Je t'ai dit d'arrêter, ça suffit, bordel. Allô ?» Visiblement hors de lui, il raccrocha brusquement et me lança un regard noir. « Sérieux, vous me prenez pour un con ou quoi ?» June, le visage crispé par la colère et l'incompréhension, dit d'une voix tendue. « C'était un appel de Kazuma. » À ce moment-là, mon esprit s'effondra, mais je ne pouvais plus réfléchir. Je me sentais sombrer dans un gouffre. June continua à me parler, mais mes pensées disparaissaient et je m'évanouis sur place. Après mon évanouissement, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Il était déjà midi passé. Mon bras était relié à une perfusion et à mes côtés se tenaient ma mère et ma grand-mère assises sur une chaise en métal. Ma mère, le visage inquiet, s'adressa à moi. « Tu vas bien ? Ça va mieux ?» Par contre, ma grand-mère gardait un silence lourd. Elle semblait soucieuse, mais ne disait rien. Je ressentais une douleur vive dans tout le corps. Un médecin m'expliqua que la blessure était assez profonde et qu'il avait fallu plusieurs points de suture. En plus de cela, mon visage portait quelques éraflures qui avaient aussi nécessité des points. Et j'avais une fracture à un orteil. L'après-midi fut consacré à divers examens, radio, prise de sang et d'autres vérifications médicales. On me recommanda de rester hospitalisé une journée de plus, mais je refusai catégoriquement. L'idée de rester dans un hôpital, même cet endroit qui n'avait rien à voir avec celui de la nuit précédente, me terrifiait. Ce soir-là, je reçus un appel de la police. Ils voulaient m'interroger à propos de ce qui s'était passé à l'hôpital abandonné. Le lendemain, je me rendis au poste de police comme demandé. J'étais conduit dans une petite salle d'interrogatoire où un officier en uniforme d'un âge moyen me posa des questions pendant plusieurs heures. Il me demanda de raconter tout ce qui s'était passé, depuis le moment où nous étions entrés dans l'hôpital jusqu'à mon évanouissement au combini.
J'essayais de rester fidèle aux faits, mais l'expression dubitative de l'officier me fit comprendre qu'il ne croyait pas un mot de mon histoire. Pire encore, on me fit subir un test de dépistage de drogue. L'officier laissa entendre que, si besoin, il pourrait obtenir un mandat pour fouiller mon appartement. J'étais traité comme un suspect potentiel, ce qui ne faisait qu'ajouter à mon stress. Je finis par demander des nouvelles de Shohei et Kazuma. L'officier soupira et me répondit avec une certaine froideur. « Nous avons trouvé Kazuma. Il était dans le sous-sol de l'hôpital, près de l'endroit que vous avez mentionné. Et Shohei ? Il est toujours porté disparu. » Kazuma avait été retrouvé mort, sa cause de décès étant attribuée à une hémorragie massive. Apparemment, il avait perdu trop de sang à cause de sa blessure à la jambe. Quant à Shohei, aucune trace de lui. Officiellement, il était considéré comme une personne disparue, mais l'attitude de l'officier me laissait penser qu'il le soupçonnait d'être impliqué dans la mort de Kazuma. Il me dit aussi que l'hôpital abandonné serait désormais placé sous surveillance. Une patrouille de police passerait régulièrement pour s'assurer que personne n'y entre. Après mon interrogatoire, Jun m'attendait devant le poste de police dans sa voiture. Pendant le trajet, il resta silencieux, l'air préoccupé. Quand nous arrivâmes au restaurant, il commença enfin à parler. « Tu sais, après que je t'ai emmené à l'hôpital, je suis retourné au combini pour chercher ma moto. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas eu des nouvelles de Kazuma et Shohei. Quand j'ai vérifié mon téléphone, il y avait plus de 30 appels manqués. Tous de Kazuma. De Kazuma ? Mais comment c'est possible ? Il était déjà... Ouais, je sais. C'est là que j'ai compris que ce truc, toute cette histoire, c'était pas normal. Il avoua qu'il avait eu tellement peur qu'il avait éteint son téléphone et était rentré directement chez lui. Le lendemain, il avait contacté les familles de Shohei et Kazuma, mais aucune des deux n'avait vu revenir leur fils. C'est à ce moment-là qu'il avait décidé de prévenir la police. Il termina son récit avec un soupir. « Sérieusement, mec, je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais j'espère qu'on n'aura plus jamais à y retourner. » Je hochai la tête, incapable de répondre. Même aujourd'hui, les souvenirs de cette nuit restent gravés en moi comme une plaie qui refuse de cicatriser. Encore maintenant, chaque fois que mon téléphone sonne, un frisson me parcourt l'échine. Et si c'était un appel de Shohei ou de Kazuma, je n'ose même pas y penser. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Je ne sais pas s'il s'agit d'une histoire réelle ou fictive, mais je trouve qu'elle représente bien les dangers de l'urbex. Si l'état des bâtiments abandonnés est souvent un danger en soi, avec des structures instables, des éclats de verre, des bâtiments contaminés, il y a aussi l'inconnu, ce qui échappe à notre compréhension. Dans certains cas, s'aventurer dans de tels lieux peut réveiller des forces ou des êtres que, en tout cas pour ma part, je préfère ne jamais rencontrer. Alors, avant de partir à l'aventure, réfléchissez bien. Est-ce que le frisson en vaut vraiment le risque ? Parfois, il vaut mieux respecter l'abandon et laisser ces endroits sombrer dans l'oubli. Si vous avez apprécié le podcast, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager auprès de vos proches et de le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent, de m'avoir donné de votre temps. Et sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.